nous voulons nous féliciter le président de la République, autorité morale, féliciter le peuple congolais, féliciter la classe politique, parce que le dialogue que nous avons voulu, le dialogue national inclusif, va bientôt démarrer par la mise en place du comité préparatoire qui incessamment sera annoncé et va commencer une étape importante, essentielle, étape préparatoire à un dialogue national inclusif que nous voulons serein, responsable, digne, pour atteindre les objectifs tracés par le président de la République, qui est en même temps autorité morale de la majorité présidentielle. À quelle fin? C'est pour mettre en œuvre l'ordonnance portant convocation du dialogue national inclusif. Ce dialogue national porte sur la problématique des élections. Le président de la République, autorité morale de la majorité, nous a offert au cadre du dialogue. Heureusement qu'aujourd'hui, la communauté internationale a bien compris la nécessité du dialogue et donc ensemble, politique congolais, force vive congolaise, autorité congolaise, communauté internationale, bien évidemment aujourd'hui avec un nom que nous allons tous bien maîtriser, Monsieur Edem Kodjo, ensemble vive le dialogue. Je ne pense pas que le facilitateur Edem Kodjo ait échoué. Sinon, il n'aurait pas été nommé par ceux qui l'ont envoyé en mission exploratoire. Si au terme de cette mission, il vient d'être nommé, c'est qu'il a réussi et il peut commencer l'étape suivante, la facilitation. Et donc je crois qu'il est plutôt mieux, il est positif à partir de maintenant de soutenir le facilitateur pour qu'il mène à bon port sa mission. Ce n'est pas pour rien que, en lisant le terme de la décision, entre guillemets, vous comprendrez que Madame Zouma a invité les Congolais à soutenir le facilitateur. Et déjà avant Madame Zouma, les Nations Unies, par le biais du Conseil de sécurité, ont, lors de l'adoption de la résolution 2277, ils nous ont exhortés à pouvoir nous ingérer embrasser ce processus du dialogue. Et donc, il y a point d'échec. Sinon, on l'aurait rappelé et il n'aurait pas été nommé. En ce qui concerne les opposants congolais, moi, je ne sais pas quels sont les critères pour dire tel est grand, tel est petit, ni du côté de la majorité, ni du côté de l'opposition. Encore que le seul critère démocratique, pour ceux qui croient réellement à la démocratie, qui ont intériorisé cette réalité, c'est d'abord les votes, les dernières élections. Pour désigner un grand parti, on voit les dernières élections. Je suis convaincu, puisque les Congolais sont lucides, malgré les vicissitudes que nous connaissons, je demeure convaincu, que toutes les composantes congolaises, à partir du moment où le facilitateur a été désigné, tous les partis politiques devraient et vont s'aligner pour débattre, la dialectique du débat, pendant le dialogue, en toute liberté. Le dialogue se tiendra dans un cadre de liberté. Vous venez librement, vous débattez librement, et si vous voulez sortir, vous sortez librement. Devant pareil cadre, je ne vois pas comment, pour construire, on peut commencer à dire non.
Surtout que tous nous avons tablé sur particulièrement l'opposition. L'opposition a beaucoup misé sur le point de vue des partenaires étrangers. Aujourd'hui, ce point de vue est clair et net, non équivoque, soutien au dialogue national inclusif. Il est clair qu'après le dialogue national inclusif, les résolutions vont nous permettre de voir plus clair sur le processus électoral. À ce moment-là, dans le respect de la souveraineté de la République, puisque organiser une élection, c'est un attribut essentiel de souveraineté, dans le respect de la souveraineté de la République, les partenaires qui veulent soutenir sauront comment agencer leur aide sur base, bien évidemment, des résolutions du dialogue qu'on peut appeler autrement feuille de route. Respect des délais constitutionnels. Pourquoi cette question récurrente à tout moment? Pour la majorité présidentielle et pour Joseph Kabila, je l'ai toujours dit, depuis juillet 2013, nous avons toujours respecté la Constitution que nous avions défendue au moment du référendum. Nous avions milité en faveur du oui, pendant que d'autres militaient en faveur du non pendant les référendums. Nous avons toujours respecté la Constitution, le chef de l'État en tête. Tout acte posé par la majorité présidentielle sera en conformité avec la Constitution. Là, s'il vous plaît, la convocation du dialogue national est conforme à la Constitution. Les débats pendant le dialogue national seront conformes à la Constitution. L'objet du dialogue national, réfléchir sur le processus électoral, c'est conforme à la Constitution. Et après le dialogue national, tout ce qui sera fait, ça sera conforme à la Constitution. Et quand on dit conforme à la Constitution, il ne faut pas interpréter les choses comme certains nous interprètent la Bible. C'est conforme du premier au dernier article de la Constitution. C'est conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution. C'est conforme à la volonté intrinsèque du souverain primaire, le peuple congolais. Donc tout sera conforme à la Constitution. Ça signifie autrement conforme à la volonté intrinsèque du souverain primaire. Voilà, la deuxième question de Saleh. Qu'en est-il si l'opposition ne vient pas? C'est ça votre question. L'opposition devrait venir. Je ne vois pas une hypothèse permettant à l'opposition de ne pas venir. Le facilitateur n'a pas été nommé par Joseph Kabila Kabange, président de la République et autorité morale de la majorité. Le facilitateur a été nommé par le système onusien, par le système de l'Union africaine, à travers une synergie avec l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et tous les partenaires. Et donc la seule voie aujourd'hui pour tout le monde, c'est de venir. Donc c'est pourquoi je demeure convaincu, nature optimiste peut-être, mais je ne vois pas comment l'opposition procéderait autrement. Parce que si il est des Congolais qui rejettent le dialogue aujourd'hui, facilement nous pourrions penser que leur approche est tout autre, pourquoi pas insurrectionnelle. Et quand vous êtes face à une approche insurrectionnelle, il faut prendre des dispositions parce qu'une insurrection, c'est un acte de violation de la Constitution, des lois de la République. Puisque l'opposition congolaise allègue être démocratique, la voie démocratique, avant que nous puissions nous affronter devant les urnes, c'est celle-là, c'est le dialogue national inclusif. BBC, quid de date, comité préparatoire? En tout cas, si nous avons attendu pendant longtemps, c'est parce que, par respect aux principes consacrés, il était question qu'un facilitateur soit d'abord désigné. Encore que pour la petite histoire, vous savez, qui avait insisté pour qu'il y ait un facilitateur? Dans un premier temps, ce n'était pas nécessairement la majorité présidentielle.
Et puisque dans une négociation, il faut savoir faire des concessions pour construire ensemble dans l'intérêt de la collectivité, finalement, la majorité avait accepté cette belle idée d'un facilitateur et l'a appuyé jusqu'en ce moment où nous avons un facilitateur. Et donc, pour les dates, je puis vous rassurer simplement, je ne voudrais pas m'aventurer à sortir une date maintenant, mais c'est en réalité une question de jour, étant donné que le facilitateur est présent. Alors, l'état d'esprit, il est clair que l'opposition a un certain état d'esprit, comme la majorité, état d'esprit latent ou manifeste. Du côté état d'esprit manifeste, qu'on démontre, il y a le réel, mais il y a aussi ce qu'on laisse croire à des fins politiques ou même politiciennes. Et donc, c'est assez délicat de parler de l'état d'esprit de l'opposition. Mais je voudrais qu'on fasse un petit flashback par rapport aux années 90-91. Moi, j'étais militant de l'UDPS. Quel était l'état d'esprit de l'opposition avant la conférence nationale souveraine par rapport à aujourd'hui? Lorsque l'opposition congolaise a pris part aux travaux de la conférence nationale souveraine. Mais c'était pire, bien pire, de loin alors. De loin alors. Mais moi je trouve que c'est des bonnes guerres pour les amis d'opposition aujourd'hui d'essayer de démontrer que l'opposition congolaise opprimée aujourd'hui, l'opposition congolaise opprimée aujourd'hui, nous avons toute une histoire des relations entre le pouvoir établi et l'opposition, parfois procédant par comparaison. Il y a des cas isolés de zèle probable de certains opérateurs publics, ça peut arriver, mais personnellement, je suis convaincu que l'opposition congolaise a plusieurs créneaux d'expression. Et je suis aussi convaincu que chaque jour qui passe, et du côté de la majorité, surtout du côté de l'opposition, il y a beaucoup qui abusent même il y en a beaucoup qui abusent de ce droit. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a une semaine, plus ou moins, j'ai suivi dans la presse audiovisuelle, dans la presse écrite très peu, que le bureau de l'Assemblée nationale avait autorisé la poursuite des 3 députés. J'ai entendu ces termes-là, autoriser la poursuite des 3 députés. D'autres même ont dit que nous avions autorisé la levée des immunités. Et il y a eu des commentaires, c'est pas possible, même les élus du peuple, on ne respecte plus leur immunité et tout ça. Et pourtant, c'était archi faux alors. Le procureur général de la République, à la suite d'une plainte, pas du bureau de l'Assemblée, mais d'un député, avait sollicité la levée des immunités. Et vers la fin de la dernière session parlementaire, une levée des immunités pendant une session parlementaire, il faut que la plénière puisse trancher après avoir mis en place une commission d'enquête. Mais dès que l'on se retrouve en vacances parlementaires, le bureau de l'Assemblée nationale reprend les prérogatives de la plénière. Mais le bureau de l'Assemblée nationale a répondu négativement, je dis bien négativement, au procureur général de la République. Négativement, en démontrant au procureur général de la République que depuis 2013, si je ne m'abuse, le régime des députés, de protection des députés, connaît 2 étapes. D'abord, le parquet doit solliciter une autorisation d'instruction et non de poursuite. C'est bien différent en droit. Une autorisation d'instruction pour permettre aux magistrats du parquet de comprendre si la plainte présente des charges suffisantes ou pas.
Si le procureur général de la République constate qu'il y a des charges suffisantes, alors il peut saisir l'Assemblée de nouveau afin que la plénière tranche. Mais si le procureur, qui instruit toujours à charge et à décharge, constate qu'il n'y a pas de charges suffisantes, il peut classer sans suite le dossier. Le bureau de l'Assemblée a invité les députés concernés, leur a expliqué la procédure et leur a dit, dans votre intérêt, allez expliquer, puisque vous estimez que vous êtes innocent, allez devant le procureur général de la République, expliquer les faits. Celui qui est innocent sera innocenté. Et voilà ce qui a été fait, dans l'intérêt des députés. Mais qu'est-ce qui n'a pas été raconté? Est-ce que ces gens-là ont été arrêtés? Est-ce que nous avons saisi la justice? Rien du tout, rien du tout. Mais nous avons été malmenés gratuitement devant la presse. Il y a tant de cas pareils. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'oppression de l'opposition congolaise. Nous sommes dans un contexte préélectoral, et dans un contexte pareil, généralement, la passion monte petit à petit, et quand la passion monte petit à petit, de part et d'autre, il est clair qu'il peut y avoir des attitudes de passion, passionnelles. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas considérer que c'est de l'oppression. L'opposition congolaise n'est pas oppressée. Des opposants congolais s'expriment et ici et à l'étranger, contre même le chef de l'État, en des termes voulus par eux, mais ils retournent au Congo sans problème. Ce n'est pas de l'oppression. C'est même quelque part un peu méchant, à mon humble avis, d'estimer qu'il y a oppression. Alors, concernant la troisième question, gouverner, c'est prévoir. Les élections en novembre dans le respect de la Constitution, mais les Nations Unies, à travers la résolution 2277, ont s'y fait état de dialogue. S'il y a prolongation, la communauté internationale soutiendra-t-elle encore le processus? Mais, s'il vous plaît, il est vrai que c'est la mondialisation. Il est vrai qu'il ne faut pas vivre en autarcie, surtout un État comme le nôtre avec 9 États limitrophes. Beaucoup de potentialités, pas d'autarcie, mais en même temps, je ne crois pas qu'il faut tout focaliser quand même sur la communauté internationale. C'est d'abord une question congolaise. Tout moment, communauté internationale, communauté internationale. La communauté internationale vient en appui. Et nous avons besoin de cet appui. C'est clair, nous avons besoin de cet appui, la communauté internationale. L'essentiel pour nous, c'est que devant des contraintes majeures, nous devons nous retrouver ensemble pendant le dialogue pour lever des options responsables. Mais tout cela, c'est dans le respect de l'esprit et de la lettre de la Constitution. C'est dans le respect de la volonté intrinsèque du souverain primaire. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et quand on dit Constitution, respect de la Constitution, bon, ça signifie toutes les dispositions de la Constitution. Nous n'avons jamais dit le contraire. Et vous voulez que la majorité présidentielle puisse désigner son candidat maintenant. Le candidat à l'élection présidentielle en France aujourd'hui, c'est qui? Pour le Parti socialiste. Et pour les autres, les républicains et les autres. Est-ce que vous connaissez les candidats pour les élections prochaines en France? Même aux États-Unis où il y a les primaires. Est-ce que c'est déjà connu? Prenons tous les États africains ou autres qui vont organiser les élections en 2016 ou en 2017. Est-ce qu'on connaît déjà les candidats? Pourquoi seulement la majorité présidentielle? Est-ce qu'on connaît déjà les candidats le candidat de la société civile? La société civile peut dire nous avons un candidat. Est-ce qu'on connaît déjà les candidats des partis politiques de l'opposition? Mais pourquoi seulement vous voulez que la majorité puisse présenter son candidat? À chacun de présenter son candidat selon son rythme et sa tactique et sa stratégie politique. Respecter le rythme. Bon, c'est un peu contraire à la déontologie des journalistes, j'ai l'impression, des applaudissements.
Mais bon, voilà, vous allez faire vos montages, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, mais à chacun son rythme. Hein. Voilà, je ne voudrais pas insister. Mutisme, il n'y a pas mutisme. Fragilité éventuelle, non. Laissez-nous préparer notre stratégie, notre tactique, dans notre cuisine à nous, majorité présidentielle, que les autres aussi fassent leur cuisine chez eux, dans leur cuisine. Et puis au moment de l'affrontement, vous verrez au moment de l'affrontement comment ça se passera. Au moment de l'affrontement, on verra bien. L'affrontement, il y aura, affrontement électoral, il y aura, puisque les élections seront réellement organisées. Lorsqu'il a prêté serment, il a prêté serment de respecter la Constitution et de veiller au bon fonctionnement des institutions de la République. C'est ça l'engagement du président de la République. Puisque certains s'accrochent de façon littérale alors à la Constitution, quel est l'article de la disposition qui impose au président de la République de déclarer que moi je ferai ceci ou je ferai cela? Il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout. Le dialogue, c'est pour que effectivement tout le monde puisse comprendre que du président de la République jusqu'aux citoyens, à tout citoyen, selon les différents échelons, tous nous voulons qu'il y ait des élections qui ne puissent pas générer une guerre civile. Tous nous voulons qu'il y ait des élections crédibles. Tous nous voulons que tout se fasse dans le respect de la Constitution, le respect de la volonté intrinsèque du souverain primaire. C'est ça l'essentiel. Si le président de la République estime faire une déclaration, ce serait d'ailleurs superfétatoire de sa part. Parce que l'engagement, il l'a déjà pris, c'est lorsqu'il a prêté serment, après avoir été élu par les souverains primaires. Merci.